Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Unblocked où j'interviewe des leaders de la tech française. Aujourd'hui, je reçois Yann, responsable infrastructure et des systèmes d'information de la fintech Linkso. On va parler de l'IA, mais pas comme d'habitude. On va creuser une distinction simple, mais qui change tout. Est-ce que l'IA accélère une compétence que tu as déjà ou est-ce qu'elle comble une compétence que tu n'as pas? Ça touche à la pratique quotidienne, au management et même au recrutement. Bonjour Yann et bienvenue. Bonjour Andrew, merci. Tu peux te présenter du coup? Oui, alors du coup, Yann Martins Finidori, donc ça fait 15 ans à peu près que je suis dans l'infrastructure et le cloud. Plus particulièrement, là, ça fait 9 ans que je suis chez Linkso où j'ai construit le SI plus ou moins from scratch, avec la construction des équipes qui vont avec pour opérer tout système d'information, la partie sécurité, la partie infrastructure. Et aujourd'hui, je m'occupe plus de la partie gouvernance de ce système d'information avec l'aide de ces équipes justement qui ont été créées à ce sujet. Excellent, ok, super. Bah, en préparation pour cet épisode, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué et c'est un peu le sujet justement de l'épisode. L'IA ne donne jamais une compétence que tu n'as pas déjà. D'où vient cette conviction et comment ça se manifeste concrètement dans ton travail? Alors, cette conviction, elle me vient, en partie par l'expérience, que j'ai avec l'IA que j'utilise depuis un petit moment déjà, par des échecs avec, l'IA justement. Mais cette conviction était, en partie déjà là. C'est-à-dire que, pour moi, l'IA doit rester un outil, et non Mhm, un mentor. Et paradoxalement, l'IA va faire un switch, comme ça, sans qu'on s'en rende réellement compte. On va commencer à interagir avec elle, parce qu'on a une idée précise de ce qu'on souhaite et à un moment donné, il va s'opérer quelque chose où l'IA va commencer à nous conseiller et on va commencer à poster un petit peu, ses réponses parce qu'elles sont crédibles. mhm. Mais quand on va commencer à l'implémenter, on va se rendre compte qu'il y avait des erreurs, que c'était pas vérifié, que ça avait potentiellement, dérivé du point de départ. C'est là où ça peut être problématique. Pour moi, l'IA, elle va jamais t'apprendre un langage de programmation que tu ne connais pas. Elle va t'aider rapidement à faire un POC, à faire un MVP de quelque chose que tu avais en tête. Elle va Mhm. utiliser une techno que tu connais pas et c'est là le piège. Tu vas te dire: «Ah, c'est génial, je sais faire un site, en me basant sur cette techno» et quand arrivent les premiers bugs, là, c'est ton temps de réactivité sur les bugs qui explose parce que tu dois apprendre l'infrastructure qu'elle a générée pour toi, tu la connais Oui. pas. Tu dois apprendre ce langage que tu ne connais pas et du coup, ton temps de debug, il explose. Donc c'est pour ça que, à mon sens, c'est très important que l'IA, heu, soit toujours maîtrisée et que ce soit ton raisonnement qui pilote. Donc ça doit rester un outil qui accélère ce que tu sais déjà faire, parce que Mhm. derrière, quand ça aura produit un livrable, tu sauras le corriger, parce que tu l'auras compris. Heu, Par exemple, je vois certains utiliser l'IA pour prendre des conseils, même en tant qu'avocat, des conseils juridiques. Bah, non, Mm. ça ne sera pas des juristes. L'IA va louper des choses et tu ne seras incapable de défendre un point. C'est pareil dans l'IT, et c'est pareil dans le raisonnement d'architecture, dois rester maître de ta pensée. Et ce switch, bah, il est un peu vicieux, on ne le voit pas venir. Donc, Mm. faut être vigilant à ça. Bah, du coup, comment on fait la différence entre quelqu'un qui a vraiment la compétence et quelqu'un qui a juste obtenu le bon résultat? Alors ça, c'est la vraie difficulté parce que du coup, tu la vois pas immédiatement. Parce que le Mm. résultat, il est bon dans les 2 cas. Il y a un des 2, on va dire, le personnage 1 qui lui est en maîtrise et le personnage 2 qui ne l'est pas. Le personnage 1, le fait qu'il soit en maîtrise, tu le sauras que quand il y a un problème. Mm. Et un problème, il y en aura parce qu'il y en aura toujours, c'est pas grave. C'est ce qui est important, c'est justement, c'est de savoir les traiter et de réagir vite. Et ben Oui. quand c'est le personnage 2 qui, à travers l'IA, t'a fourni un livrable et qu'il est incapable de le corriger rapidement, en fait, c'est à ce moment-là que tu l'observes. C'est dans ton mean time to recovery que tu Oui. mesures, j'espère,
que tu vois les chiffres exploser. Hmm. Et à ce moment-là, et du coup, c'est un peu tard parce que celui qui paye ce temps de réactivité, ce temps de correction de bug, bah, c'est ton utilisateur final. Oui. Et ça, c'est hyper important que ça ne se ressente pas, que tu dégrades pas ta production et tes services à ce niveau-là. Hmm. Donc, c'est important, et parce qu'on pourrait croire que je faisais l'IA, non, pas du tout. C'est important d'utiliser l'IA et d'accélérer avec l'IA des compétences que tu as déjà. Ça peut te permettre de traiter peut-être 10 scénarios en parallèle, là où avant, bah, tu ne pouvais en faire qu'un seul. Hmm. Maintenant, ça reste des scénarios que tu maîtrisais. Faut Oui, surtout du pas s'en coup. servir pour faire quelque chose que tu ne savais pas faire. Hmm. Là, tu vas exploser tes temps de réactivité et du coup, ça va être très problématique. Et surtout, tes utilisateurs vont le voir, vont le ressentir et tu vas dégrader ton image. Et est-ce qu'on peut basculer d'un côté à l'autre sans s'en rendre compte? Oui, oui, parce que ça peut arriver très facilement quand il y a une première réponse de l'IA ou plusieurs itérations de réponse. Une réponse te semble très pertinente, mais tu la comprends pas tout de suite, mais tu te dis: «Je sens que c'est la voie à creuser», et là, Hmm. tu switches en lui demandant: «Explique-moi ce phénomène-là», et c'est là où l'IA commence à être un petit peu ton mentor. Elle va t'apprendre des choses, beaucoup de choses vont être vraies, tu vas lui demander de les vérifier, mais ça va pas pour autant t'amener cette compétence. Tu n'auras pas cette expertise derrière, tu n'auras pas vu les cas aux limites, tu n'auras pas vu la vision transverse pour ton produit, parce que l'IA ne la connaît pas. Hmm. L'IA ne connaît pas l'expérience aussi que tu peux avoir accumulée à travers les années sur ton produit. Et donc du coup, c'est là où tu peux basculer sur ce qui semblait être un conseil et du coup, tu viens de te laisser contrôler par ton outil. Hmm. Parce que c'est elle qui vient de décider que cette solution, c'était la bonne. Alors que c'est très important que ça reste un outil et que ce soit ton mode de pensée qui soit en maîtrise. D'accord. Ok, intéressant. Et toi, bah, tu utilises l'IA tous Oui. les jours. Pour quoi concrètement? Mmh. Alors, par exemple, ça peut être, intéressant quand tu, construis une nouvelle architecture. Mhm. Tu vas faire des hypothèses. Donc, tu sais déjà le faire, ça te prend un certain temps de faire 2-3 hypothèses. Par exemple, si tu voulais, on va peut-être parler, très rapidement en parenthèse de souveraineté. Tu Mhm. voudrais faire héberger ton produit, ailleurs que sur AWS, tu vas, avoir quelques hypothèses. Mhm. Tu as besoin de vérifier certaines infos sur les potentiels fournisseurs que tu as choisis. Oui. Aller vérifier ces infos, tu peux déléguer cette information à une IA. Tu peux aller lui dire: «Vérifie-moi si c'est, bien, compatible, RGPD, si, ils sont SOC 2», enfin tout un tas de critères qui sont importants pour toi. Tu peux lui déléguer cette information-là parce qu'après derrière, elle est toujours vérifiable, surtout que tu lui demandes de te donner les sources, donc ça te facilite le travail. Mhm. Pour voir ça comme un assistant. Par contre, le raisonnement derrière, je vais l'aider à le construire, par l'IA, mais c'est mon raisonnement et je vais lui dire: «Voilà mes critères, tu vas aller challenger le fournisseur A, B et C et tu vas m'aider à centraliser ça pour que derrière je puisse faire mon choix. Tu fais zéro choix à ma place. Tu restes Hmm. factuel et déterministe. Je veux absolument pas que tu me donnes ton avis parce que tu ne connais pas l'intégralité de mon besoin. Tu aurais pas à l'exprimer entièrement dans un prompt». Donc il y a une partie qui va être de ma sensibilité et je veux le garder. Mhm. Par contre, toute l'approche déterministe, factuelle des fournisseurs, pour être capable de faire une comparaison et faire un choix, ça, je vais lui déléguer et ça va me faire gagner énormément de temps. D'accord. Et bah, si on compare comment tu faisais des choix d'architecture avant l'IA et maintenant, tu peux nous expliquer la différence? Bah, c'est vraiment le temps, c'est le temps Oui. gagné. C'est essentiellement ce point-là parce que ça va pas m'amener une nouvelle vision, un nouveau fournisseur que j'avais pas déjà, en tête, sur lequel j'avais pas creusé. Mhm. Par contre, ça va me faire gagner énormément de temps sur des informations précises sur ce fournisseur que j'avais commencé à regarder du coin de l'œil. Donc pour la partie veille, c'est là où ça va m'aider. Hem, D'accord. c'est essentiellement le temps. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui différencie ta manière de faire et quelqu'un qui copie simplement des réponses proposées?
Ben moi, je vais être capable puisque encore une fois, tu vois, je garde mon mode de pensée. Donc Hmm, j'en suis propriétaire, c'est pas l'IA qui me le donne. hmm, Je suis capable de défendre chacun des points, du coup. Si les 2 rapports rendus par ouais, l'IA sont les mêmes, hein, je suis capable de défendre et d'expliquer chacun des points. Pourquoi ce choix-là plutôt qu'un autre? Parce que ce sont mes choix. Personne qui a juste, copié-collé le rendu de l'IA n'aura pas à t'expliquer, pourquoi ce choix-là est pertinent plutôt qu'un autre, à quel endroit il pourrait y avoir un risque qu'il faut accepter ou pas, la hmm, résilience par exemple, heu, ou pour une approche FinOps, il saura pas défendre ces points-là. hmm. C'est D'accord. là où c'est important justement de dire que c'est qu'une extension, de ce que tu sais déjà faire. Si tu ne sais pas faire ces points-là, si tu ne connais pas ces points-là, si tu ne c'est pas dans ton ADN, tu ne sauras pas les expliquer et du coup l'IA ne va absolument pas t'aider, elle va t'aider à donner une illusion que tu maîtrises, mais c'est Hmm, une illusion. Parce que derrière, quand tu vas faire tes analyses ou quand tu vas avoir tes premiers points de rupture, sur ton architecture, bah, tu seras incapable de proposer une solution alternative non plus. ouais. Parce que tu la maîtriseras pas cette architecture. Ouais, c'est tout dans la maîtrise, oui. C'est de ne pas trop dériver de ton domaine de compétence et de l'accélérer, l'améliorer. Euh, Exactement, ouais. exactement. C'est un petit peu la même approche, qu'un IDE finalement, c'est-à-dire que quand, les premiers IDE sont arrivés, versus, on écrivait du code directement, dans un éditeur de texte, certains y étaient opposés et d'autres y ont juste vu: «Ça fait gagner du temps, ça va pas raisonner Hmm, à ma place». ouais. Et bah, c'est exactement la même chose qu'on doit avoir avec l'IA. Hmm. Justement, si on parle parce qu'il y a beaucoup de devs qui fonctionnent comme ça aujourd'hui en mode euh, l'IA code, moi je relis. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, ça me fait rire, mais rire, jaune. Je pense que c'est pas la bonne approche. Alors, je peux me tromper, mais je pense réellement que c'est pas la bonne approche. C'est-à-dire que pour moi, les gens qui ont choisi le métier du développement, ils aiment ce qu'ils font. Ils Hmm, aiment développer, ils aiment créer, ils aiment imaginer, comment ça va s'orchestrer, le produit final, ils le visualisent. Là, tu viens de transformer leur journée en QA presque, en quality. ouais, Ils vont juste relire, des merge requests, ils vont analyser du code qu'ils ont pas créé. Hem, c'est une tâche un peu ingrate, je trouve et donc du coup, tu vas transformer, ces développeurs qui étaient sans doute potentiellement très bons, en juste des relecteurs. Tu vas les frustrer et pour moi, tu risques de perdre des bons profils. ouais, Alors, toi, tu sauras les replacer, mais pour l'entreprise qui a perdu ses profils, je trouve que c'est problématique. ouais, Heu complètement. et encore une fois, la relecture de cette merge request, c'est pas, est-ce que je vois une erreur de code là-dedans? C'est-à-dire qu'il faut aussi aller comprendre ce qu'a fait l'IA, pour être capable de maîtriser certaines architectures, parce que si tu évolues dans un environnement, très contrôlé et très régulé, tu as quand même besoin, heu, de réagir vite, justement, en cas d'incident. Hmm, Tu peux pas découvrir l'architecture en cas d'incident. Donc la relecture de ta merge request, elle est potentiellement très longue et très ingrate hmm. et surtout, tu vas peut-être même te dire: «J'aurais pas fait ça comme ça», tu vas refuser la merge request et tu vas demander à l'IA de recommencer. Ouais, a Bah, au final, posteriori, tu as fait oui. du Fordisme, tu as fabriqué des défauts et tu viens Hmm, les contrôler qu'à la fin. Alors que si tu fais du TDD dès le départ et que c'est toi qui restes en maîtrise et que tu vas plutôt faire l'inverse et demander à ton IA de vérifier qu'il n'y a pas eu des cas aux limites que tu as pas vus dans ton développement et c'est l'IA qui va avoir ce rôle de contrôleur, je trouve ça plus intéressant déjà. comment tu organises du coup la répartition entre conception et validation? Bah, la conception, pour moi, elle doit rester un cerveau humain qui va avoir cette vision transverse. La réalisation, tu peux la déléguer. Mhm, Tu peux la déléguer parce que ça va être un niveau d'abstraction de ton code finalement. mhm, Quand tu écris du Python ou du Java, c'est déjà, un niveau d'abstraction par rapport à du langage machine. Bon, bah, ouais. maintenant tu peux faire un prompt. OK, un niveau de différent. Par contre, c'est toujours toi qui décides ce que tu fais. C'est toujours toi qui décides de l'objectif, c'est toujours toi qui décides de comment on fait, de l'architecture, de comment les composants se parlent entre eux. C'est toi qui dois rester pilote de ce truc-là. De dire aujourd'hui, je suis capable de créer une application ou un site, bah, en quelques heures, en cramant quelques tokens. Moi, je vais appeler ça un POC ou MVP. Pour dire Ouais. ensuite
à tes ingés, c'est ça que je veux. J'étais capable de vous expliquer en matérialisant quelque chose, c'est ça que je veux, mais c'est pas ça qui part en production. Oui, loin de là même. Exactement. D'accord. Ouais, Hem, on parle OK. aussi pas mal du monde du dev, Mmh. mais je vois aussi ça dans les processus. Je vois beaucoup, à travers différents articles, des gens qui vont se servir de Cowork, Mmh. ou de maintenant ça s'appelle Work sur OpenAI. Hem, Être capable de construire des processus et des tâches automatisées à travers ce genre d'outils. Effectivement, on a un résultat très vite, c'est génial, mais ça crée un énorme problème de dépendance. Mmh. C'est-à-dire que le jour où le service est pas dispo, ça, tout le monde l'a bien vu, avec l'actualité récente avec Fable. Le service est Ouais. pas dispo, bah, ton processus est cassé. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être visible, mais il y a quelque chose qui est beaucoup moins visible. C'est-à-dire que si ton processus est opéré et orchestré par l'IA, tu as un vrai problème parce que switcher vers un autre outil, ça Ouais. prend énormément de temps. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est quand le résultat, il est issu d'un modèle que tu ne maîtrises pas. Mmh. Parce que c'est un outil SaaS que tu ne peux pas versionner finalement. Que finalement le fournisseur peut changer à sa guise, rendre indisponible à sa guise, augmenter les prix à sa guise. Tu as un vrai problème. Donc moi je suis pas en train de dire qu'il faut pas mettre d'IA dans les processus, surtout qu'il y a sans doute des cas où c'est essentiel, mais dans la majorité des cas ça l'est pas. Je demanderais plutôt à l'IA de m'aider à construire le processus Mmh. pour ensuite, ça me coûte plus rien quand je l'exécute. Ouais. Donc, je vais avoir un démarrage qui va potentiellement être plus long parce qu'effectivement, j'ai pas un résultat quasi instantané comme j'aurais pu avoir avec du cowork. Puis il va falloir itérer, il va falloir créer presque une sorte d'algorithme, un petit logiciel pour gérer mon processus. Mmh. Mais une fois que je l'ai, j'ai plus rien à payer. Alors Ouais. que sinon, je vais appeler des tokens à chaque fois que j'appelle mon processus, Mmh. avec un résultat qui n'est plus déterministe, il reste incertain parce que c'est le moteur de l'LLM qui va te générer une réponse. Ouais. Ce moteur, encore une fois, il peut changer. Le vrai problème pour moi, il est là, autre que ton fournisseur peut te couper, c'est d'avoir une réponse qui peut être variable là où tu pourrais avoir besoin d'une réponse déterministe. Ouais. C'est le vrai risque, ouais. Ouais, parce que tu peux avoir l'IA qui code, l'IA qui teste, par exemple. Enfin, jusqu'où ça tient, jusqu'à ce que ça casse. Bah, c'est ça, quand tu commences à avoir tes premiers incidents en production, bah, c'est là où tu vas observer tes temps de réactivité et tes temps de recovery qui vont être Mmh. beaucoup plus longs. Donc ça, bah, ça se mesure, il faut absolument le mesurer, mais quand tu vas être sur des variations de résultats, parce que le modèle change, sont, allez, entre 1 et 3. Tu vas pas le détecter par ton monitoring. Mmh. Nouveau modèle qui arrive, donc tu es à 2 modèles d'écart, tu as encore 3 d'écart sur ton résultat et la qualité de ton résultat. Tu le vois toujours pas par ton monitoring parce qu'à l'échelle, ça devient lissé. Pour autant, tes utilisateurs vont commencer à le ressentir, ils vont commencer à voir qu'il y a un problème. Ouais. Et c'est Et le ça, plus c'est très important au compliqué final, parce ça. que du coup, bah oui, tu te retrouves avec une architecture que tu ne maîtrises pas, une réponse que tu ne maîtrises pas, Mmh. ça commence à être compliqué pour amener de la réactivité dans tes réponses. Mmh. Donc utiliser de l'IA, oui, complètement, mais attention, il faut rester en maîtrise. Pour moi, c'est ça qui reste essentiel. Hem, Et Aujourd'hui, c tu Oui. peux, jouer le même prompt plusieurs fois avec le même modèle. Tu verras que la réponse ne sera pas systématiquement la même, peu importe les guardrails que tu vas lui mettre Oui. ou les instructions que tu vas lui mettre. Et si on ramène ça au niveau de ton équipe, en tant que manager, hem, comment tu, repères qui c'est qui, intègre bien l'IA et qui se fait piéger? C'est un peu compliqué aussi, c'est même remarque qu'avec un développeur, tu le vois pas immédiatement. Mmh mh. C'est pour ça que c'est important tout de suite quand tu vas avoir des projets qui vont être présentés, de bien challenger, sans pour autant faire du micromanagement, mais que ce soit bien expliqué pour que tu t'assures que ce soit compris, par ton collaborateur. Qu'il ait pas juste, enfin j'utilise un terme un peu vulgaire, mais pas juste pisser du code. Mmh. Faut qu'il ait compris l'objectif et qu'il y ait de la valeur derrière à ce qu'il cherche à délivrer.
Et Mhm. ça, l'IA, elle va avoir du mal à te le donner parce que euh, ça va être des réponses crédibles, encore une fois, mais pas forcément orientées avec les besoins métiers de ton équipe, de ton entreprise ou de ton produit. C'est ça qu'il faut arriver à challenger avec tes collaborateurs directement. Euh, on peut aussi leur poser la question directement, comment tu te sens face à l'IA? Mhm. Alors, pas chez Linkso, mais dans d'autres sociétés. J'ai échangé avec des amis qui sont dans d'autres sociétés. Ils m'ont Mhm. expliqué, certains étaient très réfractaires à l'IA. Oui. Ils voulaient absolument pas l'utiliser. Euh, la réponse que lui a fait son manager, il dit, c'est dommage, parce que tu es quelqu'un de très bon, mais tu vas te faire dépasser. Et Oui. du coup, quand tu vas te faire dépasser, je vais privilégier l'utilisation, entre guillemets, de d'autres collaborateurs qui, eux, vont répondre dans les délais, toujours en restant en maîtrise. Il faudrait que tu apprennes à maîtriser l'IA et que tu vois pas ça comme un échec ou comme un rejet, comme justement une extension de ce que tu sais faire. Mm. Et avec ce discours, il a réussi à le convaincre, parce qu'effectivement, le développeur en question, lui, ne voulait pas traiter des sujets qu'il n'aurait pas compris. Oui. C'est pas ce que lui demandait son manager. Il lui a dit, je veux juste que tu ailles plus vite grâce à ces outils, parce que tu sais déjà faire. Mais là, il a réussi à le convaincre. Donc, Oui. je pense qu'il faut aussi pas mal d'accompagnement là-dessus et rassurer les développeurs. Mm. Pour moi, on ne peut pas remplacer par de l'IA. Par contre, on pourra délivrer plus grâce à de l'IA, mais plus dans le même domaine de compétences. Exactement, oui. C'est exactement ça. C'est le même retour que j'ai de pas mal de CTO. Effectivement, oui. D'accord. Et si on parle justement si on revient sur les métriques, Hmm. euh, comment ça se remonte justement dans les métriques? Tu as parlé de MTTR, les tickets fermés. Alors, c'est là où il faut être capable de bien interpréter les métriques, parce que tu vas potentiellement voir aussi du delivery qui augmente et qui s'accélère, et ça, c'est une Mm. bonne chose. Mais par contre, c'est très important de le mettre en corrélation avec les bugs que tu vas détecter Mhm. et combien de temps tu mets à les résoudre versus avant. Oui. Ça, c'est très, très important. C'est une métrique qui est presque plus... Alors, encore une fois, ça dépend de ton domaine de métier, parce que il y a certains domaines où tu pourrais t'en ficher de livrer de la qualité tant que tu livres beaucoup et que ça te permet de prendre des parts de marché, même si ton produit n'est pas le meilleur. Enfin, c'est un petit peu l'historique de Microsoft, par exemple. La qualité, c'était pas forcément leur principal objectif. Par contre, ils voulaient inonder le marché à des coups bas. Oui. Si c'est l'objectif de ton entreprise, ok, effectivement, ton temps de résolution de problème, tu t'en fiches. Par contre, si tu opères des services critiques, et ben là, du coup, ça devient très important. Donc oui, il faut délivrer de la feature pour tes utilisateurs. Par contre, il faut que ce soit de la feature qui soit fiable, fonctionne, et surtout que tes opérateurs derrière soient capables de le résoudre quand Mhm. il y a un problème dans un minimum de temps. Donc, c'est ton métier qui doit primer. Ça changera jamais, qu'il y ait de l'IA ou pas. Mm. Il faut continuer à mesurer ces temps-là. Mon ressenti, c'est que avec l'IA, si tu confies des tâches à des gens dont c'était pas le métier et qui ont juste été capables de livrer des choses grâce à l'IA, Mm. ton MTTR va exploser. Oui. Et Ça, même ça si on... c'est pas acceptable dans un environnement critique, pour moi. Mm. Oui, complètement. Et même si on parle de justement quelqu'un qui a passé journée à corriger sans concevoir, qu'est-ce que l'avenir réserve à cette Alors, personne? pour moi, tout le monde ne raisonne pas pareil, mais il va démissionner. Parce que c'est frustrant. Alors, Mm. certains aiment peut-être n'être exécutants, et je juge pas ça. Moi, je sais que ça ne me plairait pas. Mm. Moi, j'ai besoin de construire, j'ai besoin de builder, j'ai besoin de challenger un petit peu ma méthode de pensée. Mm. Derrière, on me demande de juste corriger une méthode de pensée qui n'est pas la mienne et qui n'est même pas humaine, et que c'est ça mon quotidien. Je vais très vite m'ennuyer. Je Oui. vais très vite m'ennuyer. Alors, bah, il y a deux effets, hein. Tu vas potentiellement avoir le candidat qui va partir. Tu vas avoir l'autre qui va aussi moins s'intéresser à son travail, se désengager et du coup Oui. laisser passer des erreurs aussi. Mm. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que dans les deux cas, tu perds des bons candidats et de la maîtrise sur tes produits, et dans le deuxième, ça dégrade la qualité. Oui. Oui, Donc, les deux on voit sont... pas ça d'une façon positive pour le coup. Oui, oui, oui,
complètement. Bah, du coup, si on parle de comment on voit ça en entretien quand tu es en train d'évaluer un candidat, tu as en général 45 minutes. Ouais, Comment tu détectes cette différence chez un c'est candidat? assez court. En fait, je vais avoir à peu près la même approche que j'avais avant l'explosion de l'IA, c'est-à-dire que moi, je vais pas demander, au candidat ce qu'il a délivré, je vais lui demander pourquoi il l'a délivré Mm, et pourquoi il a fait ces choix-là. Si on transpose ça à l'IA, je vais lui demander s'il a des exemples, de ce que a pu lui répondre l'IA, qu'il a gardé et surtout ce qu'il a jeté de la réponse. Parce que ça veut dire que déjà il a un esprit critique et moi ça m'intéresse. Une mm, techno, ça s'acquiert, ça s'apprend, il y a pas de souci. Par contre, un esprit bien fait, c'est plus dur à trouver et moi c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai besoin de quelqu'un qui va être capable de challenger les choses pour justement, challenger l'IA, la réponse: «Attention, non, tu oublié ça, ça va pas» et cetera et ça, c'est quelqu'un qui va justement avoir un esprit, architecte de son produit. Il sait où il va, il sait où il peut y avoir des problèmes, il sait où il veut renforcer sa résilience, sa sécurité. L'IA, elle a pas tout ça. Elle peut l'avoir si tu lui demandes, si tu la pilotes, tu peux lui mm, déléguer l'exécution, mais la mm. réflexion, elle ne l'aura pas et donc tu vois, un candidat, je vais lui demander justement comment il a challengé l'IA et Et, pourquoi les choix, certains, il les a retenus et mhm, pourquoi d'autres, il les a rejetés. ouais, d'accord. Si dès le départ, le candidat, n'a pas d'exemple, bah, ça en dit beaucoup. Oui, oui, donc c'est ce côté arbitrage entre les différents choix, le raisonnement. Euh, Ça d'accord. prime. Pour moi, ça prime. Mm. Euh, et quand tu lis un CV aujourd'hui, sachant que bah, tout le monde a livré quelque chose, c'est quoi ta lecture d'un CV? C'est quoi ton process? Alors, parenthèse sur les CV, c'est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, on voit tous les mêmes CV, Ouais. puisqu'ils sont tous revus, par l'IA, corrigés, pilotés par l'IA. Mm, Donc voilà, ça c'est la parenthèse. Donc comment on arrive à, se dépatouiller dans tout ça? Bah, tu as peut-être des éléments de réponse aussi. Hem, Moi, j'ai tendance à alors pour ça, il faut déjà les présélectionner pour un entretien, mais en entretien, creuser quelle était la valeur de délivrer ça? Est-ce que c'était juste un projet parce que, il était, sexy et que c'était la hype d'utiliser cette techno? Ou, mm, quel problème tu cherchais à résoudre en mettant ça en place? Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Encore une fois, c'est le raisonnement de la personne. Il avait mm, une problématique, comment il a cherché à la résoudre? Qu'il ait utilisé de l'IA ou pas pour le faire, tant mieux pour lui. C'est qu'il est débrouillard et moi, c'est ça qui m'intéresse. Quelqu'un qui va être capable d'affronter des problèmes et d'apporter des solutions et surtout des solutions, qu'il a challengées versus d'autres. oui, Peut-être qu'il va écarter la solution A parce que, trop cher et pas dans le budget. Du coup, il a pris en compte des contraintes budgétaires ou des contraintes de sécurité ou des contraintes de planning. Il va y avoir différentes raisons pour lesquelles on a fait des choix, non pas forcément, ceux qui sont à l'état de l'art, mais justement parce qu'il a intégré des contraintes, il va être capable d'expliquer ce choix. Si c'est une IA qui a fait ses choix à sa place, il saura pas me répondre. oui, oui, il a délégué son cerveau à l'IA, quoi. Mmh. Il faut pas faire. Encore une fois, ça doit rester un outil. C'est-à-dire que c'est ta troisième main. Côté infra spécifiquement, qu'est-ce que Mmh. tu cherches chez un candidat par rapport à un profil de dev? Alors, si on reste dans la thématique IA, les points de contrôle sont différents. Hem, il y a plus besoin, ce côté infrastructure, de quelqu'un qui va, avoir cette expérience de où ça casse. Mm, L'IA va avoir du mal à s'identifier ces points de rupture, où tu dois mettre l'accent sur la résilience. Ton architecture, heu, redondée, par exemple, tu vas avoir, 2 microservices, qui sont, redondés, mais les 2 reliés à la même base de données, tu as un SPOF. mhm, C'est important de visualiser, ça. Pareil, d'avoir mis, des queues, sur les appels entre, tes microservices, c'est important. C'est important aussi de mettre du délai, entre ces queues avec, du retry progressif pour pas engorger tes services et les écrouler tout seuls. Sinon, tu peux avoir un blast radius, donc un impact,
sur ton produit qui devient colossal. L'IA, elle Mm. va avoir du mal, là-dedans. Donc du coup, un profil, assez infrastructure, hem, il va pas se faire aider de l'IA de la même manière. Mm. Il va se faire aider plus facilement lui comme un outil, il va s'aider de l'IA pour écrire un Terraform et cetera et pour encore une fois, pour cette conception, cette modélisation d'architecture, ça marchera pas. Ça marchera D'accord. pas et donc du coup, j'ai tendance à penser qu'un profil infrastructure pur, se fera moins piéger par l'IA sur du raisonnement. D'accord. Oui. À, à cause de la manière dont il s'en sert, c'est différent. Exactement, Et sa exactement. valeur, du coup, est différente parce que Oui, c'est plus compliqué à reproduire l'expérience d'un profil infra d'un profil dev, oui, voilà, dans ce contexte-là. exactement, tu moins créatif en infrastructure, Mm. et c'est là la force de l'IA, c'est justement de te proposer, une illusion de créativité, là où en infrastructure, tu es très déterministe, tu as une Mhm. approche très cartésienne des choses, Oui, hem, j'ai tendance à penser, voilà, que tu te fais moins piéger de ce côté-là. d'accord, d'accord. Et si tu es en face d'un candidat qui affirme ne pas utiliser l'IA, qu'est-ce que ça révèle, tu penses, chez la personne? Bah, je trouverais ça dommage, c'est quelqu'un qui va être très fermé, au changement, Mm. que ce soit le techno, mais ça peut être aussi des changements d'organisation et cetera. Pour moi, Mm. ça dit quelque chose déjà sur son profil, et ça peut être quelqu'un qui va être excellent dans le domaine dans lequel il est aujourd'hui. C'est pas forcément quelqu'un sur qui j'ai envie de capitaliser du coup, parce Mhm. que demain, tout peut changer. On l'a vu, déjà à plusieurs reprises. Il y a quelques années, le cloud a révolutionné un petit peu. Derrière, Docker a révolutionné un petit peu, suivi par Kubernetes, maintenant l'IA. Donc si en fait on est fermé à ces changements, bah, je vais être cash, mais pour moi il faut changer de métier. Ouais, c'est un mindset, quoi. Oui et c'est une force, moi je trouve dans ce métier qu'on soit justement en perpétuel apprentissage. Mhm. Et en renouvellement, parce que du coup, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Justement, il faut savoir s'adapter, il faut savoir évoluer. Donc en agilité, on parle beaucoup d'amélioration continue, donc on peut se dire qu'en tant qu'humain, on s'améliore aussi en continu. Mm. Moi, je trouve ça extrêmement enrichissant. Quelqu'un qui ne veut pas évoluer, c'est un point noir. Je Mm. te dis pas que je l'élimine forcément tout de suite parce que c'est parfois plus complexe que ça et tu peux avoir besoin pour une période donnée d'un candidat de ce type. Maintenant, c'est pas Mm. quelqu'un que, j'aurais envie de conserver sur la durée. Parce que D'accord. ça peut même participer à une mauvaise cohésion d'équipe. Mhm. Oui. Mm. Oui, ben, pareil, c'est ce que j'ai vu en échangeant avec d'autres CTO. Ça freine l'évolution de l'équipe. Mmh, Ça tire un peu les gens vers le bas, les gens qui s'obstinent, qui veulent pas, voilà, bah, adopter. c'est totalement ça. C'est-à-dire que, hem, je pense que sur n'importe quel sujet, il faut pas être totalement fermé. Il faut toujours garder une case ouverte dans son esprit parce Oui. que, on se trompe tous. Mm. J'ai des convictions, comme je t'ai dit, sur l'IA et comment on doit, l'orchestrer et l'intégrer dans une entreprise. Ça veut pas dire que j'ai raison. Mm. Ça veut dire que je suis complètement prêt à me tromper et c'est par l'expérimentation que justement on avance. Mhm. On teste, on expérimente, on améliore, boucle de feedback, on recommence Oui. et on s'améliore. Mais du coup, si dès le départ je dis: «Non mais c'est comme ça et ça sera jamais autrement et je veux pas tester», bah, on n'évolue pas. Mm. Ça c'est un piège dans tous les domaines. Mm. C'est un piège dans tous les domaines. C'est extrêmement important de s'enrichir de nouvelles choses. Oui. Hem, Refuser une techno dans le monde de l'IT, ouais, c'est un gros point noir. Mm. Oui, complètement. Ben, du coup, si on ramène ça au junior, un ingénieur qui a 28 ans aujourd'hui, qui se demande s'il progresse ou s'il se vide de ses compétences, il fait quoi? Alors, j'attendais la question du junior justement vis-à-vis de l'IA. C'est vrai que c'est là où ça devient compliqué parce que très vite, si on regarde que ses résultats et ce qu'il va produire,
on va se dire: «En fait, j'ai pas un junior, j'ai un petit génie». Mhm. Sauf, encore une fois, on en a parlé, quand vont arriver les premiers bugs, mais on revient pas forcément sur cette thématique, juste sur son mindset à lui. Je pense qu'au départ, il va se trouver, très intéressant, très mis en valeur et très vite, il va avoir une espèce de frustration de se dire: «Aucune de ces idées, je les comprends. Mhm. Je suis pas en train d'évoluer, je suis en train de me laisser dicter ce qu'est mon travail par une IA». Mhm. Et du coup, il va avoir à un moment donné et très rapidement selon moi, ce ressenti de: «En fait, j'évolue pas là». J'évolue dans très vite peut-être de ma place de junior vers des missions qu'on m'a confiées, qu'on ne m'aurait pas confiées en tant que junior, mais mentalement j'évolue pas. Mhm. Ça, c'est un vrai problème. Il va se mettre une pression incroyable et pour moi, il va exploser en vol. Mhm. Donc pour moi, les juniors, c'est extrêmement important déjà de toujours en avoir, parce que, c'est eux aussi qui t'amènent, cette réflexion peut-être parfois un peu nouvelle. Mhm. Ils vont challenger les choses, ne serait-ce que par une question, peut-être anodine: «Pourquoi on a fait ça?» Et ben, ça va te permettre de te rappeler pourquoi tu as fait ça et que peut-être aujourd'hui, c'est plus pertinent. Ça peut être aussi un moyen de lui répondre par la transmission. Oui, ta question, elle était peut-être un peu piquante, parce que, certains vont avoir ce genre de profil, un peu hautaine. «Pourquoi tu as fait ça? Moi, j'aurais pas fait comme ça». Et on Mhm. va pouvoir lui expliquer que à l'époque, on avait des contraintes, et que le meilleur choix d'implémentation, c'était celui-là, même s'il est pas évident sur papier, et on va lui expliquer pourquoi on l'a fait comme ça. Et là, il va comprendre qu'effectivement, c'est pas juste tout blanc ou tout noir. La façon de Oui. répondre à des problèmes, elle est pas tracée systématiquement et c'est pas toujours à l'état de l'art. Tu vas peut-être avoir besoin de «bricoler» entre guillemets, Mhm. d'adapter une réponse pour justement, y répondre plus vite, pour moins cher ou avec des outils que tu avais à ta disposition sur ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'aura pas vu avec juste une réponse de l'IA. Donc cette expérience, elle est importante d'être transmise aux juniors et c'est Mhm. important aussi de les encadrer sur l'IA. Que justement, ils apprennent à se servir de l'IA comme un outil et pas comme un mentor. Le mentor, ça doit rester un humain qui lui apprend ce raisonnement, cette expérience, le pourquoi on fait les choses, pourquoi on les a fait comme ça. L'IA va pas t'aider du tout sur ça. Et quand derrière le junior va être reconnu comme senior au fil des années, il aura pas ce raisonnement. Mhm. Il aura pas ce raisonnement du tout, donc il sera pas capable de transmettre, il sera pas capable d'apprendre et au final, c'est nos futurs seniors qui, eux, seront vidés de leur sens. Oui, 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 exactement. Ben, c'est exactement la compétence qui prime selon toi, c'est le côté arbitrage. Et si Mmh, tu lui expliques pas justement en tant que senior comment toi tu analyses les différents choix, comme tu dis, sécu, vélocité, etc. exactement. En y Voilà, il va intégrant pas tes enjeux l'adopter. business, Hmm. justement, que ce soit pas vu que d'un point de vue technique. C'est là où justement cet arbitrage est important. L'IA va pas lui apprendre ça. Oui. Ouais, bah, c'est Donc là où on parle de product engineer. C'est mmh, un peu le nouveau terme, quoi. C'est mieux comprendre le côté bah, produit, business, métier et les choix qui sont faits à bah, partir de là. c'est très important et au niveau business de comprendre pourquoi on fait les choses, mais au niveau humain aussi, ça participe au sens de pourquoi on fait les choses. Hmm. Et derrière, ça peut orienter ta carrière potentiellement différemment. Si le sens ne te convient pas, tu t'orientes vers autre chose, mais quelque chose qui va te satisfaire, du coup, tu vas t'épanouir dans ta carrière. C'est extrêmement important. Alors, blague à part, moins, pour toi, parce que sinon tu as moins de boulot si les gens changent moins de métier. Mais, je trouve que c'est extrêmement important que les gens se sentent bien dans leur quotidien, Ouais. s'épanouissent et que, du coup, c'est un job alimentaire. Hmm. Et sinon, bah, encore une fois, on revient à ces dérives, ils se désengagent ou ils finissent par partir alors qu'on avait peut-être des bons profils, mais qui étaient pas, accompagnés ou utilisés correctement. J'aime pas le terme «utilisé», mais j'ai pas mieux qui me vient. Oui, d'accord, oui, on te comprend. Ben, du coup, quelle question, enfin, oui, quelle question l'ingénieur devrait poser en entretien à la boîte pour savoir où il ou elle met ses pieds? Hem Que je trouve important, pour montrer et déjà avoir cette approche un peu critique, c'est,
demander s'il peut avoir un petit peu de visu sur la roadmap, sur les challenges que l'entreprise a relevés, sur les frustrations qui existent dans l'équipe qu'il compte rejoindre, et s'il y a déjà Mm. des plans pour essayer de les résoudre. Euh, je trouve que ça, c'est intéressant parce que du coup, il a déjà une compréhension dans le milieu dans lequel il va aller, Oui. et ça montre aussi pour l'employeur un intérêt de la part du candidat sur éventuellement se pose déjà des questions, il se projette et il est en train de réfléchir à comment améliorer les choses. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que derrière, j'y vois un candidat qui va être engagé. Oui. C'est important, encore une fois, Mm. plus que, même si parfois on a besoin, que la demande fait qu'on est moins regardant, de candidats qui vont juste être exécutants. Moi, j'aime bien des candidats qui vont être moteurs et qui vont proposer des choses. Parce que, encore une fois, moi, mais comme toutes les personnes que je côtoie, on n'a pas la science infuse. Et si parfois une idée peut arriver d'une vision externe, eh ben, on va la construire ensemble après. Mm. Ça, c'est intéressant. Oui. Oui, Quelqu'un complètement. qui est pas capable de me dire non, j'aime pas. J'aime pas parce que Mm. justement, je veux qu'on me dise si là je suis en train de me tromper. Oui. Tu vois? Oui, c'est. Ça, c'est vachement important. Donc, Mm. demander en entretien quels sont les challenges à relever et une vue sur la roadmap, je trouve que c'est très intéressant déjà. Mm. Mm. Oui, complètement. OK. Et du coup, si on parle de la vision plus large, le vrai risque de dépendance à l'IA, si par exemple le prix des tokens explose, euh, qu'est-ce que ça change complètement dans une équipe? Alors, on a abordé rapidement un petit peu le sujet tout à l'heure, mais si dans ton processus ou dans ton produit, effectivement, tu es dépendant à un fournisseur externe qui change complètement son pricing, ça peut faire en sorte que ton produit déjà ne soit plus rentable. Donc ça, c'est le premier problème. Encore une fois, Fable l'a montré récemment, c'est basé là-dessus, ça pose quelques soucis. Migrer vers un autre outil, si tu ne fais que appel à l'IA et que tu l'as pas mis à l'intérieur de ton processus, bon, ça peut aller assez vite. Mais la dépendance, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, elle est pas là, elle est sur la réponse qui n'est plus déterministe et qui est déléguée à l'IA. Chaque appel, tu as une réponse différente. Mhm. Même si elle varie très peu, la dégradation de cette réponse, tu ne vas pas l'avoir. Alors, pour pallier à ça, tu pourrais avoir des modèles d'inférence, alors je vais dire local, mais c'est-à-dire sur ton SI on-prem et pas dans une solution SaaS, où tu opères ton propre LLM et où tu figes le modèle, bah là, Mhm. effectivement, il variera pas. Euh, et ça coûte très cher. Oui. Ça coûte très cher parce que tu vas payer ces instances en 24/7, alors que tu en as besoin qu'on demande quand il faut fournir une réponse. Mhm. Donc, il va falloir arbitrer tout ça. Hem, c'est pour ça que je pense réellement qu'il faut plutôt déléguer à l'IA la construction du processus ou du produit, plutôt que l'intégrer dans le produit. Mhm. Quand tu l'intègres dans ton produit, ça peut être très dangereux, et être capable de sortir très vite pour une autre solution, la réversibilité à ça, ça a un coût, ça doit s'étudier en amont. Heu, encore une fois, si tu mets tes processus d'entreprise dans Cowork, c'est pour moi, c'est la pire erreur. C'est Mhm. la pire erreur. Parce que Et est-ce je vois qu'on peut beaucoup de youtubeurs qui prônent ça aujourd'hui, hein. Attention, ils ouais, disent précisément l'inverse. Ils te disent: «Utilisez Cowork, c'est génial pour piloter votre ouais. entreprise. Vous allez gagner un temps fou». Oui, vous allez gagner un temps fou, mais le jour où il faut changer parce que, Anthropic décide de faire x5 sur les prix ou de couper certains modèles, Mhm. alors vous basculez sur le modèle du dessous. Comme ça, vous n'avez pas à tout réécrire, mais du coup, les réponses fonctionnent plus, sont plus adaptées et cetera. Faut tout refaire. Faut tout refaire et donc là, le coût, il est astronomique. Il est astronomique. Donc encore une fois, pour un POC, tu vas pas mal en disant: «OK, je veux arriver à ce résultat-là, maintenant, je le construis avec l'aide de l'IA, mais je veux un résultat que je sois capable d'exécuter sans consommer aucun token à la fin». Hmm. Est-ce qu'on peut figer la version d'un modèle en production ou
Si c'est un LLM que tu opères chez toi en open weight, par exemple, ou même des modèles d'inférence locale, oui, parce que c'est toi qui vas délivrer ce versionning. Sinon, tu consommes une solution SaaS et comme n'importe quelle solution SaaS, elle est souveraine sur la montée en version des modèles. Hmm. Ils vont avoir une durée de vie, un cycle de vie que tu maîtrises pas, avec potentiellement, pareil, une augmentation du prix du token que tu maîtrises pas. Hmm. Ça, c'est problématique et encore, c'est tellement obscur que, aujourd'hui, Anthropic ou OpenAI vont communiquer sur les mises à jour majeures de ces modèles, mais il y a peut-être des petits tunings, à l'intérieur qui ne sont pas maîtrisés sur des versions mineures, qui ne sont pas communiqués, qui vont quand même avoir un impact sur ton résultat. Hmm. Donc là aussi, si c'est des modèles critiques dont tu as besoin, moi je ferai très attention à utiliser ce genre de modèle SaaS, pas parce que là pour les plus grands acteurs, parce qu'ils sont américains, parce qu'on pourrait utiliser du Mistral, mais je recommanderais si on doit utiliser par exemple du français et du Mistral, de l'opérer sur ton propre SI on-prem et pas en consommation SaaS. Hmm. D'accord. Sinon, Et quel tu est... pourras pas figer ton modèle. Hmm. Du coup, ta règle personnelle sur la place de l'IA dans ce qui tourne réellement en production, ce serait quoi? Comment tu l'exprimerais? Alors, un cas d'usage où effectivement tu vas peut-être être obligé d'avoir de l'IA, c'est si tu as besoin d'un chatbot pour répondre avec du support ou ce genre de choses. Hmm. Maintenant, si c'est pour un produit qui doit répondre sur un modèle financier ou quelque chose qui doit être très déterministe, je ferai très attention à utiliser des modèles SaaS parce que justement la réponse peut varier et là c'est assez problématique. Ça, je n'utiliserai pas d'IA pour ça, ou alors une IA hébergée chez soi ou une IA créée directement par l'entreprise, que là tu maîtrises vraiment de bout en bout ce que ça va faire. D'accord. Après, ça coûterait plus cher, du coup, il faut arbitrer Ça sur coûte, le... ça coûterait plus cher. Et t'es Combien ça a moins à coûté? Alors, je risque. sais, je vais me tromper d'entreprise, mais combien ça a coûté? Je vais dire la mauvaise, hein. Combien ça a coûté à Peugeot quand ils ont recommandé d'acheter une Renault Hmm. au niveau du chat? Ouais, En ouais, termes voilà. d'image, comment tu costes ça? Hmm. Ouais. Donc, je pense que c'est important. Le coût de ce risque-là, Hmm. il est assez élevé. C'est important de l'intégrer dès le départ. On peut l'accepter, mais il Ouais, faut que ce soit pareil, il faut que ce soit un choix fait en conscience. ouais, Pas un exactement. choix qui nous est imposé une fois qu'on est face à Hmm. l'incident. Ouais. Oui, c'est d'anticiper et, comme tu dis, peser les pour et les contre. Hmm. C'est avoir cette approche par les risques, c'est indispensable. Encore une fois, ça ne veut pas Hmm. dire il y a un risque, on ne le fait pas. Non, il y a un risque, on peut accepter, Ouais, euh, mais ça doit être un choix. Et ce ouais, choix, c'est le tien, pas une IA qui décide. ouais, ouais, exactement. Ça revient exactement à la notion de garder la maîtrise. Mm. OK. Euh, et pour clôturer, du coup, un dernier conseil pour un ingénieur, pour un manager ou enfin quelqu'un en position de responsabilité. Moi, je dirais ne pas avoir peur de l'IA. Mhm. C'est important d'explorer, c'est important de s'amuser avec l'IA, d'expérimenter. Ça peut créer même peut-être de nouveaux business. Euh, Par contre, absolument rester en maîtrise. Ça va vous permettre d'accélérer sur différents domaines, que ce soit dans le design, que ce soit dans le code, même dans la réflexion autour de l'architecture, parce que comme je disais avec mon propre exemple, ça va m'aider à aller chercher des infos sur les fournisseurs, où est leur siège, quelles certifications elles ont, etc. Ça me permet d'accélérer sur ça. Donc, explorer avec l'IA. Par contre, rester en maîtrise sur ce que vous faites. L'exemple du design, ok, je veux faire une affiche, il peut te faire une affiche, hop, en 10 minutes, on a un résultat qui ressemble à ce qu'on veut. Pose peut-être le problème du droit d'image. Donc du Mhm. coup, avoir ça, et par contre dire aux équipes, je veux quelque chose de similaire qui ressemble à ça c'est un bon modèle, ok, mais c'est pas ce modèle-là que je diffuse. Mhm. Ouais, Donc voilà, pour moi, c'est ça. Ça permet de matérialiser quelque chose qu'on peut avoir en tête. Il faut que ce soit quelque chose qu'on ait en tête dès le départ. Pas se laisser imposer une idée par l'IA. ouais. Ok, excellent. Très bien. Je te Voilà. remercie, Yann, pour Merci à toi, Andrew. tous ces insights. C'était super intéressant.
À bientôt. Bonne journée.